Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir, parlons vrai ce matin avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député de la Somme et membre du Bureau national du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Soupçon de corruption, enquête au Parlement européen. 3 députés européens RN sur les 24 députés en question soupçonnés. Donc ces 3 députés européens RN sont soupçonnés d'avoir été corrompus par la Russie pour qu'ils diffusent la propagande russe. Enquête à l'origine de cette enquête, les services de renseignement tchèques. Ces 3 députés, Patricia Chagnon, Hervé Juvin, Thierry Mariani, est-ce que vous vous portez garant ce matin publiquement de l'intégrité de ces 3 députés ? Bien sûr, ils ont immédiatement réagi en niant ces accusations, mais aussi en demandant une enquête aboutie au Parlement européen. Notre chef de délégation, Monsieur Garot, a demandé une enquête pour que les accusations soient levées le plus tôt possible, parce que l'ingérence, il y a 2 vices. Évidemment, la réalité de l'ingérence est inacceptable. Il faut sévèrement punir les gens qui se compromettent dans l'ingérence, mais le soupçon d'ingérence est aussi un poison pour la démocratie, parce que si vous mettez un soupçon généralisé, ça pourrit évidemment les élections. Donc il faut une enquête immédiate et au passage aussi une enquête rapide avant les élections sur le Qatargate et le Maroc-gate. Vous savez, ces 2 affaires d'ingérence qui pour le coup ont donné lieu à des investigations et des flagrants délits poussés de la police belge, où ils ont quand même trouvé des valises et des sacs de billets au Parti socialiste européen. Est-ce que vous vous portez donc garant de l'intégrité de ces 3 députés ? Absolument. C'est très clair. Hein. Oui, ils se sont immédiatement réagi au sein de nos boucles. Ils ont assuré que toutes ces accusations étaient fallacieuses pour M. Mariani et Mme Chagnon, parce que M. Juvin a été exclu du groupe Rassemblement National il y a quelque temps, quand il avait été condamné pour violence conjugale, et au Rassemblement National, ça donne immédiatement lieu à une exclusion. Non mais je le dis, parce qu'il y a quand même des partis politiques où il y a des gens qui sont condamnés pour violence conjugale, qui font des leçons au monde entier, où il n'y a pas vraiment de conséquences. Nous, dès qu'il y a une condamnation définitive... à la France Insoumise, évidemment, mais même aux péripéties chez les Verts. Alors, c'est pas des violences conjugales, c'est des violences psychologiques. Mais enfin, venant quand même de partis qui font la leçon à tout le monde matin, midi et soir, nous, Rassemblement National, on fait la leçon à personne. Mais quand il y a une condamnation définitive, évidemment, nous excluons nos élus. Est-ce que Thierry Mariani sera sur la liste RN ? Ça, Jordan Bardella ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ? Sincèrement, je ne sais pas. Elle sera connue quand, cette liste, d'ailleurs ? Quand Jordan Bardella l'aura décidé. Dans un premier temps, il a voulu présenter nos ralliements. Fabrice Légéry, ancien fonctionnaire responsable de l'agence Frontex, qui s'occupait des frontières extérieures de l'Union européenne, et Malika Sorel, essayiste intellectuelle, spécialiste des questions d'intégration et d'assimilation. Bien, Jordan Bardella qui ne sera pas dans le prochain débat, j'ai vu sur France 24 et RFI, mercredi, il se fera remplacer. Pourquoi ? Il a choisi de se focaliser sur 2 débats importants qui vont arriver très vite. Un débat en duel, si je peux dire, avec monsieur Raphaël Glucksmann, et un débat avec madame Ayer, la chef de liste, tête de liste des macronistes, parce qu'il semble que c'est plus clair, les débats à petit effectif, à grands effectifs, où souvent on a quand même du mal à faire passer une idée. Moi, j'ai regardé attentivement le premier débat sur vos confrères et consoeurs de la chaîne parlementaire. C'est vrai qu'on a du mal à sortir de ces débats avec des idées claires. Donc c'est vrai que les débats en duel me semblent plus intelligibles pour les téléspectateurs. Après arrivera des débats à plusieurs en fin de campagne. Bien, parlons de l'Union européenne, Jean-Philippe Tanguy, puisque nous sommes dans une élection européenne, je le rappelle, dans un peu plus de 2 mois et 1 semaine maintenant. Est-ce que, pour que les choses soient claires, je voudrais connaître exactement la position du Rassemblement national et du candidat Jordan Bardella. Est-ce qu'il s'agit de sortir de l'Union européenne ? Non, pas du tout. Non, mais ça, c'est la nouvelle. La réponse est claire. Oui, c'est les nouvelles attaques de la Macronie qui ne veut pas débattre sur le fond et qui font peur aux gens. Donc, pas de sortie de l'Union européenne. Ça, c'était de vieilles idées du Front National et du Rassemblement National à ses débuts. Alors, si je suis précis, M. Bourdin, là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on considérait qu'il n'y avait pas d'espoir de changer l'Union européenne de l'intérieur. C'était pas sortir pour sortir. Maintenant, on considère qu'il y a de forts espoirs de pouvoir changer l'Union européenne de l'intérieur. Donc c'est ça aussi le changement, parce que c'est vrai que souvent, c'est pas ce que vous faites, mais les adversaires font des raccourcis en disant qu'il y a eu un changement sur l'analyse générale. On conteste toujours le fondement fédéraliste de l'Union européenne, ces traités, mais avant, on considérait qu'il n'y avait pas de chance de le changer. Maintenant,
maintenant, on pense qu'il y a suffisamment en Europe de peuples européens qui veulent changer pour pouvoir le faire. Oui, mais il fut un temps, vous pensiez abandonner l'euro. Ça, c'était. Non, mais c'était aussi à peu près le même motif de cela. Il fut un temps où vous pensiez sortir de Schengen. Je me souviens de cela aussi, c'est vrai. Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais une évolution. Je ne condamne pas une évolution. Je souligne la vérité des choses et la vérité des positions que vous avez eues. Bien, mais maintenant, vous voulez changer l'Union européenne de l'intérieur. Comment ? Comment pouvez-vous et voulez-vous La première chose la plus importante, c'est déjà l'influence propre de la France, pays fondateur, le deuxième contributeur net du budget européen. Il y a très peu de pays au sein de l'Union européenne qui sont contributeurs nets, c'est-à-dire qu'on tient le chéquier, donc on a une influence évidemment considérable. Et le deuxième changement structurel, c'est le nombre de peuples européens qui sont d'accord pour ce changement. Alors à différents égards évidemment, et tout le monde n'est pas aligné sur le Rassemblement national, mais qu'on voit des partis de droite comme Madame Meloni en Italie, mais aussi des partis de gauche comme les sociaux-démocrates au Danemark, qui a totalement changé la politique migratoire, avec même des mesures qui sont parfois plus dures que ce que propose le Rassemblement national en France. On voit bien qu'il y a une dynamique générale pour ne pas aller vers l'Europe fédéraliste, telle qu'elle a été combattue d'ailleurs par beaucoup de partis, en 1992, en 2005, les Français, je vous rappelle, ont refusé cette construction fédérale avec les Hollandais, les Pays-Bas, qui avaient aussi voté par référendum contre cette dérive fédérale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une majorité de pays et de peuples qui sont sur une ligne proche. Mais comment faites-vous pour changer l'Europe de l'intérieur? Comment faites-vous? C'est évidemment une négociation. Vous proposez j'ai vu la suprématie des lois nationales sur les lois européennes. Bon, c'est très difficile à changer cela, parce qu'il y a des traités. Il y a des traités en vigueur. Absolument. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a au sein de l'Union européenne des négociations à faire. Après, sur l'ordre juridique, le fait que les directives européennes... Il faut changer la Constitution française. Il faut changer la Constitution française. Parce que depuis 1958, absolument, et ça a été voulu par le général de Gaulle, l'article 55 de la Constitution établit la primauté du droit européen sur les droits, les lois françaises, vous le savez. Oui et non. Il y avait aussi la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, à divers égards. Par exemple, le Conseil d'État, c'est l'arrêt Niccolo, avait préservé la supériorité du droit français a posteriori des traités. Suprématie de la Constitution sur les traités internationaux. Alors, il y avait plusieurs étapes, puisque vous voulez être précis, c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Il y avait une première étape, c'était les lois, arrêt Niccolo et un arrêt de la Cour de cassation, dont là, je suis désolé, 1998. je connais pas tout pareil. Par cœur, et après le Conseil constitutionnel qui s'était aligné là-dessus. Il y a des juridictions en Europe qui ont eu un avis différent. La Cour de Karlsruhe en Allemagne rappelle assez souvent, notamment sur les questions budgétaires, que la Constitution ou les principes constitutionnels allemands dominent du droit européen. L'Allemagne a plié. Sur cette question. C'est vrai, ça dépend. Sur l'arrêt budgétaire, c'est un peu compliqué, mais sur le loi, vous avez raison. La Pologne a plié. Et vous savez que Marine Le Pen a été très claire avec les Français, on leur a pas du tout dit qu'il y avait une baguette magique, on leur a dit, sur le droit migratoire, il faudra évidemment un changement de la Constitution pour rétablir la prédominance du droit national sur le droit européen. On l'a dit aux Français, on n'a pas du tout dit aux Français lors de la dernière présidentielle. Uniquement sur le droit migratoire. En particulier sur le droit migratoire. Mais uniquement sur le droit migratoire. Aujourd'hui, on propose uniquement sur le droit migratoire. Sur le reste, nous pensons qu'on peut négocier. Prenez par exemple, Monsieur Bourdin, vous avez dit la question de l'euro. Effectivement, nous avons changé, mais vous savez aussi sur ces questions que la politique de la Banque centrale européenne a considérablement changé. Nous étions sur la sortie de l'euro pour deux raisons. C'est ce qu'on appelait l'euro fort, c'est-à-dire qu'avant 2012, l'euro était bien plus cher que le dollar et ça posait un problème de fond sur nos exportations. Et la politique monétaire européenne refusé d'intervenir sur les marchés pour faciliter les emprunts et les investissements. Sur ces deux politiques, la politique monétaire a complètement changé. On a fait ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif, du quantitative easing, comme Marine Le Pen le demandait. Normalement, ce n'était pas possible avec les fameux traités. Donc on voit bien que quand il y a des situations importantes et quand la France négocie, on peut obtenir des choses. Et donc c'est ça qui a aussi changé notre position. Quel traité souhaitez-vous remettre en cause ? Quels sont les traités? Parce que j'ai vu cela. Il s'agirait de remettre en cause des traités. Quels traités?
Presque tous. Alors les principaux. Le principal, c'est le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Absolument. Mais nous, on estime que la France n'est pas un pays comme les autres, pays fondateur, une fois plus pays contributeur net. C'est important la France de négocier ne peut pas changer les traités, vous le savez. Oui, mais on n'a jamais dit qu'on pouvait le changer seul. C'est une négociation. Mais la France, c'est pas Malte ou Chypre, c'est pas pour des. Il faut une majorité au Parlement européen. Il faut surtout une majorité d'États membres. Il faut surtout une majorité d'États. Il faut surtout une majorité d'États. Donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous voulons, par exemple, supprimer la Commission européenne pour revenir à un secrétariat qui n'aurait pas d'initiative, qui ne remplacerait pas les gouvernements. C'est les gouvernements élus par les différents peuples, et en particulier les Français, qui doivent décider. On voudrait aussi, par exemple, changer le mandat de la Banque Centrale Européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne ne s'occupe que de l'inflation. Bon, en fait, c'est surtout la protection des marchés financiers. Et nous, on voudrait rajouter, comme c'est le cas aux États-Unis, l'emploi, l'investissement, pour que la Banque Centrale Européenne ne marche pas seulement sur un pied. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux en sacrifiant l'économie réelle, par exemple en sacrifiant l'immobilier, et que ça a des conséquences sur notre économie, sur l'emploi et aussi sur les recettes fiscales, qui est très importante. Donc c'est deux exemples de négociations que l'on veut mener, et je pense que Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, y arrivera. Vous ne voulez pas revenir sur les engagements de la France, les engagements internationaux de la France? Ça dépend lesquels. Il y a des engagements internationaux sur lesquels, par exemple... Je vous dis ça parce que... Un traité, attendez monsieur Bourdin, il faut dire, un traité, c'est pas non plus les 10 commandements, et c'est pas gravé dans le marbre. C'est question de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Si, à terme, sauf que ce qu'avait dit Marine Le Pen en mars 2022... C'est pas ce que dit Jordan Bardella. Si, c'est ce qu'il a dit, j'ai écouté attentivement, évidemment, c'est qu'en période de guerre, il y a une guerre en Ukraine, au sein du continent européen. On ne va pas envoyer le signal d'un affaiblissement du camp occidental auquel la France appartient. Et on ne sort pas évidemment d'une alliance du commandement militaire intégré de l'OTAN en pleine guerre. Nous renégocierons notre présence dans l'OTAN une fois que la guerre en Ukraine sera finie, on l'espère, le plus vite possible, si la France et les pays européens reprennent leur destin. Aujourd'hui, il est nécessaire que la France soit dans l'OTAN. Dans l'OTAN, c'est sûr. Dans l'OTAN, on n'a jamais voulu quitter l'OTAN. Attention, parce que c'est deux choses différentes. C'est pas tout à fait pareil. C'est deux choses très différentes. Vous savez très bien qu'entre le général de Gaulle, la fin du mandat du général de Gaulle et Nicolas Sarkozy, la France était dans l'OTAN, mais il n'était pas dans le commandement intégré. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré, et nous, on ne souhaite pas. Et Jacques Chirac, par exemple, ne souhaitait pas que la France soit dans le commandement intégré, et Jacques Chirac n'était pas contre l'OTAN. Il faut raison garder sur ces sujets. La question, c'est quoi le commandement intégré? Parce que tout le monde en parle, personne ne dit ce que c'est. C'est qu'en fait, le commandement intégré, la France perd l'autonomie de son armée, n'est plus une armée qui détient l'ensemble des armes, elle est intégrée au sein d'un dispositif sous parapluie américain, et c'est pour ça qu'on est contre. Alors justement, hier, Anthony Blinken était en France, le secrétaire d'État américain, et il a répondu à la question de Darius Rochebin sur LCI. Question était claire, si un soldat russe met le pied dans un pays balte, immédiatement, a répondu Anthony Blinken, les États-Unis réagiront. Vous comprenez cela? L'OTAN doit réagir. Et la France aussi réagira. La France doit réagir, bien sûr, c'est clair. Les pays baltes sont membres de l'OTAN et nous honorerons nos alliances, évidemment. Bien. Plus question non plus de sortir du marché européen de l'électricité, j'ai vu cela. C'est marrant parce qu'on avait déjà eu ce débat, parce que vous M. Bourdin, quand j'étais venu voir justement, c'est pour ça que je vous repose la question. La sortie du marché européen d'électricité, c'est une caricature des macronistes qui voulaient faire croire qu'on voulait couper les câbles électriques et qu'on voulait s'isoler. C'est pas ce qu'on a dit. On a toujours dit qu'on voulait sortir des règles de tarification. Alors c'est sûr que dans les médias, parfois on fait la coupure parce que on va au plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne veut pas que la France n'échange plus d'électricité avec ses voisins au sein de l'Union européenne, ou même d'ailleurs avec le Royaume-Uni, où il y a toujours des échanges d'électricité. On veut que la France redevienne maîtresse de la façon dont elle fixe les prix. Aujourd'hui, les prix sont fixés par l'offre et la demande au coût marginal. Nous, on voudrait que ce soit au coût de production français, et que le gouvernement français fixe un prix en France et un prix avec ses partenaires étrangers, et que ce ne soit pas le marché, les spéculateurs, qui fassent la pluie et le beau temps. C'est toujours ce qu'on a demandé. Les macronistes nous ont caricaturé en faisant croire qu'on voulait couper les câbles haute tension entre la France et l'Allemagne. C'est ridicule. Il y avait déjà des échanges d'électricité avant la libéralisation du marché européen, et nous, on ne veut pas que l'électricité et l'énergie, d'une manière générale, soient un bien comme un autre, échangeable comme un autre. Ce n'est pas un bien comme un autre, c'est un bien fondamental. La France a ces ressources nucléaires et hydroélectriques qui sont très compétitives, et on veut récupérer notre prix. Si les Allemands ont fait un autre choix qui les rend non compétitifs, c'est pas aux Français de le payer
tout simplement. La réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement, on attend des précisions encore. 54% des Français sont favorables à la réduction de la durée d'indemnisation. Vous aussi ? Non. Et moi, je dis aux Français, j'espère qu'on arrivera à les convaincre que cette réforme est vraiment une escroquerie gouvernementale pour une raison simple. Il y a aujourd'hui 300 000 environ emplois qui sont non pourvus. Il faut les pourvoir. Il y a évidemment des abus et des gens qui pourraient les occuper qui ne le font pas. Mais une fois qu'on a résolu ces abus, il restera en France entre 5... Comment résout-on ces abus ? On y reviendra, mais c'est pas la même réforme. Je veux quand même le dire, qu'il reste, parce que j'ai l'impression que parfois, les Français qui sont en colère parce qu'ils ont du mal à vivre de leur emploi et de leur retraite, et je le comprends, ne se souviennent pas qu'il y a entre 5 et 6 millions de personnes au chômage ou mal employées. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas créé d'emplois suffisants, parce qu'on a beaucoup de propagande du gouvernement qui fait croire qu'on est presque du plan d'emploi. Nous ne sommes pas du tout. Le chômage a baissé quand même ces dernières années. Mais tant mieux. Moi, je suis pas pour la politique du pire, mais vous savez très bien qu'il reste plus de 5 millions de personnes au chômage et sans emploi, et il n'y a pas les emplois. Si on occupe les 300 000, il n'y en a pas. Comment on fait pour les pourvoir ? Une meilleure formation, parce qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge vraiment sur l'emploi des 24 milliards d'euros qui sont consacrés à la formation, et il y a tout l'accompagnement autour des emplois en tension. Par exemple, le logement. Nous, on est pour qu'il y ait une priorité d'accès au HLM, des personnes dans les métiers en tension. Quand vous êtes, par exemple, une aide-soignante ou une infirmière, et que vous avez entre 1500 et 2500 euros pour vivre à Paris, Jean-Philippe Tanguy, je vous pose une question. Ces emplois ? Pourquoi est-ce que vous êtes opposé à la réduction de la durée d'indemnisation ? Je croyais que vous m'aviez demandé pourquoi les gens ne travaillaient pas dans les métiers en tension. Jean-Philippe Tanguy, non, parce que vous êtes parti dans une autre direction. Mais la CGPME, que vous connaissez, demande 12 mois d'indemnisation. 12 mois. Mais je ne pense pas que ce soit sont les représentants des petits patrons. Mais j'entends leurs arguments, mais vous savez, la politique, c'est pas la démagogie et dire qu'on est d'accord avec les gens parce qu'ils disent quelque chose ou parce qu'il y a un sondage qui dit quelque chose. C'est aussi pour qu'il y ait des convictions. Mais oui, mais excusez-moi, dans la Somme. Moi, je suis député de la Somme. Je suis député. Mais oui, mais j'assume totalement. Je suis député de la Somme. On a une région, un département frappé par la fin de l'industrie, et dans mes territoires, en particulier les territoires ruraux, des gens qui n'ont pas de logement adapté proche des bassins d'emploi ou de voitures ou d'une capacité de se déplacer, je suis désolé, c'est très difficile de trouver un emploi. Donc on ne baisse pas la durée d'indemnisation du chômage. Il y a déjà eu, excusez-moi, il faut dire aux gens qui nous écoutent, il y a déjà eu 4 réformes de l'assurance chômage. Donc ce gouvernement, visiblement, a quand même du mal à faire des réformes efficaces et toujours dire que c'est la faute des chômeurs et des plus fragiles d'entre nous. Une fois plus, lutter contre les abus, faire en sorte que les gens qui peuvent travailler travaillent. Mais attention, je dis aux gens, tout le monde peut se retrouver au chômage. Vous savez, ça peut frapper tout le monde, y compris moi. Évidemment, si mes électeurs ne veulent plus de moi comme député, il faut faire attention. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à votre famille, à vos enfants. Faisons attention à ne pas fragiliser la solidarité nationale, parce qu'on est en colère contre les abus, même si les gens ont raison d'être en colère contre les abus. Les taxes éventuelles, une taxe éventuelle sur les super profits ? Oui, absolument. C'est Marine Le Pen qui l'avait proposé au début de la campagne présidentielle. Alors attention, nous, c'est sur les surprofits. Alors, c'est pas pour se faire plaisir. C'est quoi la différence ? Super profit, ça veut dire tous les gros profits. Bon, ça, c'est ce que veut taxer la NUPES. Mais il y a des entreprises qui ont un succès à l'international et ils ont le droit de faire des profits. Par exemple, LVMH, le fait que le luxe fonctionne bien, ça ne spolie pas les Français. Nous, on veut taxer les surprofits. C'est quoi les surprofits ? C'est des profits abusifs. Par exemple, la Cour des comptes a identifié que les fournisseurs d'énergie, à cause de la réforme du gouvernement, avaient fait 30 milliards de surprofits, c'est-à-dire de profits abusifs sur le dos des entreprises et des Français. Il y a une taxe sur les énergéticiens, mais elle n'a rapporté que 600 millions d'euros. Oui, on nous avait dit 13 milliards, après on nous avait dit 3 milliards et 600 millions. Et donc nous, on veut récupérer ces 30 milliards. Et j'ai dit le jeudi dernier à Bruno Le Maire que nous, on soutiendrait toute réforme qui permet de récupérer ces 30 milliards qui ont été spoliés sur le dos des Français. Un autre exemple, par exemple, vous savez, quand ils ont fermé les petits commerces, la grande distribution a forcément fait des surprofits, là, il faut les récupérer, car c'est pas... Taxer la grande distribution. Oui, parce que quand la grande distribution a bénéficié de la fermeture des petits commerces, c'est pas un mérite propre. C'est parce qu'ils ont bénéficié de la fermeture des petits commerces et ça a coûté très cher aux contribuables français et aux petits commerces. Évidemment. Vous êtes toujours favorable à une exonération d'impôts sur le revenu des moins de 30 ans ? Oui, absolument. Oui, c'est pour garder nos talents. Vous savez que soient les revenus. Hein. Oui, mais il y a un complément, je vous le dirai. Mais déjà, la France a un grand tabou aujourd'hui. On ne parle pas de la perte de nos talents, de aussi bien ceux qui savent faire des travaux manuels que ceux qui ont des diplômes. Il y a une fuite des cerveaux et des talents en France. Il faut garder nos jeunes, il faut qu'ils s'installent. Et cette mesure vise à garder nos talents, quels qu'ils soient, sur nos territoires. Peu importe les finances publiques. Mais ce que ne dit pas la Macronie quand elle nous attaque sur cette mesure, c'est que
on recrée un impôt sur la fortune financière, on veut supprimer la flat tax, donc c'est-à-dire le taux d'impôt unique que M. Macron avait fait pour préserver les revenus financiers spéculatifs. Les plus hauts revenus. Voilà, exactement. Et donc quand ils disent qu'on veut taxer les plus hauts revenus, absolument, au-delà des super profits, les plus hauts revenus. Absolument. Et donc, c'est quoi un très haut revenu pour vous ? Par exemple, pour la flat tax, c'est tous les revenus qui viennent des ressources financières, par exemple des actions ou des dividendes, au-dessus de 40 000 euros. Au-dessus de 40 000 euros par an. Tous ceux qui touchent des actions et des dividendes. Non, au-dessus de 40 000 euros par an de revenus. Donc de 4 000 à peu près au-dessus de revenus financiers. Oui, mais en revenus financiers, pas en revenus du travail. Oui, ça j'imagine. Je suis précis parce qu'on est attaqué on est en campagne, donc il faut être précis. Oui, 4 000 euros de revenus financiers, on taxe. Oui, absolument. Il y a une flat tax aujourd'hui. Exactement. De 30%. Oui, qui est même critiquée au sein de la majorité. Le MoDem, par exemple, donc veut la revoir. Vous supprimez la flat tax, vous la remplacez. Oui, on remet ce qui existait avant, un impôt sur les revenus financiers. Exactement, mais en fait on veut mettre une limite de 40 000 à 60 000 euros par an parce que beaucoup aujourd'hui de professions libérales ou d'artisans ont utilisé la flat tax pour se verser un salaire. Bon, donc ça c'était plutôt une bonne mesure parce que ça a permis de simplifier les choses pour eux. Donc on veut préserver les artisans et les professions libérales qui se versent un salaire grâce à ça. Par contre, au-dessus, on veut retaxer le capital parce que c'est une contribution à la solidarité nationale. Bien, deux choses encore. Exonérer de redevances les associations ou les petits commerces qui passent de la musique. Ça, c'est votre proposition de loi, je crois. Je vous remercie d'en parler parce que c'est quelque chose qui revient du terrain. Moi, j'avais pas forcément conscience de ça. Et sur le terrain, que ce soit les petits commerces, les kermesses de village et les associations, la SACEM, qui protège les droits d'auteur et il faut les protéger, je pense, à des tarifications abusives et des pratiques abusives. Moi, je pense qu'on ne peut pas monétiser la culture systématiquement. Quand une association fait du sport dans une commune ou qu'il y a une kermesse de village, je considère que la SACEM ne doit pas taxer. Alors, ça représente 200, 400, 500 euros. Pour une association, c'est important. Par exemple, moi, je soutiens des associations en faisant des dons et une association qui devait acheter du matériel pour faire du sport m'a dit on a dû utiliser votre don pour payer la SACEM. 400 euros. Bon, pour une association d'une petite commune de 300 habitants. Je trouve que c'est excessif. Et les petits commerces aussi, par exemple, dans un salon de coiffure, payer la SACEM, c'est-à-dire juste qu'il y ait une musique en fond de commerce, si je puis dire, c'est 1 000 euros par an. Donc c'est très abusif, ça me paraît considérable et je crois que là, on pourrait faire un geste pour soulager les finances de ceux qui font vivre les territoires. Ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, vous le savez, et je sais que sur votre antenne, vous y êtes attentifs. Et je pense que là, on peut soulager vraiment les commerces, les associations. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, les cérémonies funéraires. C'est que si vous passez une musique pour une crémation, il faut payer la SACEM. Je pense que là, il faut arrêter. Bien, dernière question, Jean-Philippe Tanguy. L'autobiographie de Jordan Bardella sort quand ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Bon, il a dit après, je sais ce qu'il a dit publiquement. Il a dit que ça sortirait après les élections européennes. Autobiographie à 28 ans, oui, mais c'est une expérience. Sans avoir jamais travaillé, c'est... Mais les médias présentent les choses d'une manière péjorative, mais c'est aussi une expérience. C'est pas péjoratif, je pose la question. J'ai dit c'est une expérience, c'est un parcours, et on peut raconter une expérience et un parcours à tout âge. C'est pas il l'a dit lui-même en rigolant, c'est évidemment pas des mémoires, ou c'est pas une autobiographie comme auraient pu faire des gens qui ont une expérience de 60 ans, mais c'est une expérience et un parcours. Ça peut parler aussi à la jeunesse, comment on s'engage, comment on peut sortir, on peut s'extraire, de quartiers difficiles, relancer l'ascenseur social. C'est pour ça aussi que je pense que les jeunes soutiennent Jordan Bardella, c'est qu'il incarne une part quand même de l'espoir français, de se dire qu'on peut, avec du talent, on peut s'en sortir. Bien, merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58, d'ailleurs j'attends Jordan Bardella en parlant de ça. Vous pouvez lui transmettre le message parce que pour l'instant, silence radio. Il est 8h58, merci d'être avec nous. 0826 300 300, juste après la pub et juste après les infos évidemment. Vous serez là avec nous, vous allez intervenir pour commenter l'actualité. À tout de suite.